Bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans ce journal. Nous n'avons cessé de le dire, le ciel est encore sombre à l'est du pays. À peine la MONUSCO avait prévenu que le rebelle du M23 n'était pas à 20 km comme prévu à Kampala. Les nouvelles qui viennent de l'est font état d'un déploiement intensif des éléments de l'armée rwandaise venus en renfort en attendant l'issue de pourparlers de Kampala. C'est dans ce contexte que Joseph Kabila, qui célèbre le premier anniversaire de sa réélection, se présentera, sauf changement de dernière minute, ce samedi devant le Parlement réuni en congrès pour son discours sur l'état de la nation. Un autre titre à la une, c'est le vote par les sénateurs de la loi de programmation et installation des nouvelles provinces après amendement article par article du texte original venu du gouvernement. Le texte sera envoyé à l'Assemblée nationale pour seconde lecture. Voilà tout pour le titre. Bonsoir. Les nouvelles en provenance de Kampala ne sont pas rassurantes. Des profondes divergences persistent entre les deux parties. Kinshasa préfère limiter les discussions autour du seul accord du 23 mars 2009, alors que le M23 n'attend de réponse à ses revendications qu'il revoit à la hausse du jour le jour. Une situation qui n'augure pas de bonnes perspectives quant à la sortie des crises. Anticipant sur une éventuelle impasse à Kampala, l'armée rwandaise renforce sérieusement ses positions autour de Goma, sans doute pour faire plier Kinshasa aux exigences du M23. Commentaire de la rédaction avec Élisée Bilonda Kassonga. Des nuages planent encore dans la capitale ougandaise. Les discussions ouvertes le week-end dernier à Kampala entre la délégation de Kinshasa et celle du mouvement du 23 mars M23 tardent à prendre de l'envol. Des sources concordantes rapportent qu'il persiste des profondes divergences entre les deux parties. Chacun préfère tirer la couverture de son côté pour trouver gain des causes. Kinshasa se montre de plus en plus intransigeant sur sa ligne de conduite. Selon la délégation conduite par Raymond Tshibanda Tungamulongo, ministre des Affaires étrangères, les discussions devraient se limiter juste à l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009. Tout autre sujet non lié à cet accord ne peut être pris en compte. Un point de vue qui n'est pas partagé par la délégation du M23 qui a formulé ses revendications bien au-delà du seul cadre de l'accord du 23 mars 2009 sur lequel par contre il avait justifié auparavant la création de ce mouvement militaire. Ce n'est pas encore certes l'impasse, mais ce langage des sourds n'est pas de bon augure. Il ne rassure pas non plus au point que l'on craint de plus en plus la reprise des hostilités sur les théâtres des opérations. À ce sujet, Radio Okapi a livré jeudi sur son site l'information selon laquelle le Rwanda intensifierait sa présence militaire à la frontière avec la République démocratique du Congo. Des sources contactées par la radio onusienne signalent que des militaires rwandais seraient entrés en RDC le mercredi 12 décembre via les deux postes frontaliers de Kassizi et Kananja au nord de Goma dans le territoire de Nyiragongo. C'est les territoires actuellement occupés par les rebelles du M23. Quant aux sources locales citées par Radio Okapi, elles rapportent que les militaires rwandais ont d'abord été aperçus le mardi 11 décembre dans la matinée. Ils seraient arrivés à bord d'une dizaine de camions avec des munitions et autres effets de guerre. 5 autres véhicules chargés des soldats de la RDF seraient arrivés le mercredi 12 décembre 2012 dans la matinée à Kibati, à une dizaine de kilomètres au nord de Goma. Interrogé à ce sujet, la société civile du Nord Kivu a par son porte-parole confirmé ces informations, lesquelles ont été vite refutées par un des responsables du mécanisme conjoint des vérifications des frontières. Il a nié les faits, affirmant attendre un mot de sa hiérarchie, c'est-à-dire la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. L'attitude du Rwanda n'est pas étrange. Elle tient d'une démarche mûrement réfléchie qui ne vise qu'une seule chose, faire plier Kinshasa aux revendications du M23. Parrain du M23 avec qui il partage des liens ombilicaux, le Rwanda ne semble pas prêt à lâcher du lest. Il continue à préparer le terrain à son poulain, de sorte que le moment venu, la reprise de Goma soit facilitée. Kinshasa doit avoir le courage de briser la glace et mettre fin à ses rapports déséquilibrés avec Kigali et, dans une certaine mesure, Kampala.
Les travaux du colloque des organisations de la société civile du Kivu se sont clôturés ce vendredi à Entebbe, à Ouganda. Les participants recommandent la tenue immédiate d'un dialogue national pour résoudre la crise qui prévaut à l'est du pays. Des explications avec notre envoyé spécial Patrick Chamala, joint par Oscar Bakandoa. Alors que les négociations à Kampala sont en train de piétiner, puisqu'ils n'en sont qu'au niveau du règlement intérieur, la société civile, à l'initiative de Paul Institute, ici à Entebbe, à environ 40 km de la capitale ougandaise, a fini des réflexions autour des recommandations à faire à ceux qui participent au pourparlers de Kampala. Mais pour la société civile, déjà, c'est pour parler partie de mauvaises bases. Des bases tout simplement politiques qui n'aboutiront qu'à des solutions politiques pour des intérêts politiques des acteurs en présence. Et donc, pour la société civile du Kivu Nord et Sud, mais également de l'Ituri, c'est pour parler ne serviront à rien du tout si les revendications du peuple ne sont pas prises en compte. Et ces revendications du peuple, justement, sont coulées dans une sorte de déclaration qu'ils viennent de mettre sur pied, une déclaration qui sera faite sur place à Kampala et qui sera remise à toutes les délégations présentes dans la capitale ougandaise. Mais il faut également noter que les derniers développements de la situation ou du contexte sur le terrain, avec les informations sur lesquelles le Rwanda a renforcé ses militaires autour de Goma, mais également l'annonce du Zimbabwe d'envoyer ses troupes pour faire partie de la force internationale neutre, de la Tanzanie également, font craindre ici que cela n'ait un impact négatif sur les pourparlers. Beaucoup redoutent en tout cas que les pourparlers n'avancent plus très bien à cause de ces derniers développements sur le terrain. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est fini ici à Entebbe le colloque de la société civile du Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, à l'initiative de Paul Institute. À présent, c'est le rendez-vous pris pour lundi où une déclaration sera faite sur place à Kampala pour demander aux différentes délégations qui prennent part au pourparlers de prendre en compte ces revendications du peuple représenté par la société civile qui sont coulées dans cette déclaration qu'on appelle déjà ici déclaration d'Entebbe. Voilà donc, depuis Entebbe, Patrick Chamala pour Télé7. Les associations membres de la plateforme de la société civile Agir pour les élections libres, transparentes et apaisées accueillent avec joie et satisfaction l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la loi sur la CENI. Cette structure se félicite des innovations apportées sur ce document. Le responsable de cette organisation l'a dit jeudi au cours d'un point de presse qu'il a animé au siège de cette association à Limete. Rosine Martin Bouyamba-Ngandou et Mariam Boya. Pour cette organisation, le vote de la loi organique sur la CENI rénovée et le couronnement de toute la lutte menée par elle en synergie avec nombre de collectifs de la société civile. Cela pour la réforme électorale et la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante. Jérôme Bonso en rappelle. Les nombreuses actions de plaidoyer et lobbying menées auprès du Parlement et des partenaires internationaux appuyant la restructuration inconditionnelle de la CENI afin de la crédibiliser. Des innovations continues dans ce projet constituent, selon le secrétaire général permanent de l'État, sa valeur ajoutée. Bien qu'encore sujette à quelques limites et retouches, ce projet de loi organique sur la restructuration de la CENI se dote dorénavant des innovations qui construisent sa valeur ajoutée et sont porteuses de germes de la crédibilité et de la transparence du processus électoral. Ainsi, dans la prochaine Commission électorale nationale indépendante, l'on comptera avec la société civile. Ils seront issus des confessions religieuses, des organisations féminines de défense des droits de la femme et de l'organisation d'éducation civique et électorale. Il ne reste plus qu'à toutes les organisations de la société civile de procéder de façon autonome à la désignation de ces membres qui feront partie
de la CENI restructurée. La loi organique portant programmation et modalités d'installation de nouvelles provinces est passée au Sénat. Le texte est passé ce vendredi devant le sénateur après plusieurs amendements sur le document original venu du gouvernement. Il devrait être examiné en seconde lecture à l'Assemblée nationale avant sa promulgation par le chef de l'État. Oscar Bakandoa, Serge Kouete et Blanchard Kandolo. C'est à l'unanimité que les sénateurs ont adopté le projet de loi portant programmation et modalités d'installation des nouvelles provinces après l'adoption du rapport de la commission spéciale. Cette loi fixe un calendrier d'installation des provinces en 2 phases. La première concerne la ville de Kinshasa et les 4 provinces actuelles non démembrées et la seconde concerne les 6 provinces à démembrer. Cette loi définit également les actions spécifiques à entreprendre en vue de la mise en place effective de ces provinces, parmi lesquelles la désignation par le gouvernement des hauts commissaires chargés de réaliser des tâches spécifiques d'installation, l'établissement de l'actif et du passif des anciennes provinces et l'obligation faite au gouvernement central d'adopter une stratégie nationale de transfert de ressources et de charges. La loi ainsi votée sera transmise à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture. La loi financière pour l'exercice 2013 n'attend plus que sa promulgation par le chef de l'État. Après le sénateur jeudi, les élus du peuple ont eux aussi voté après toilettage du texte original par la commission ECOFIN. C'était au cours de la plénière de ce vendredi au Palais du Peuple. Oscar Bakandoa et Blanchard Kandolo. À l'instar des sénateurs, les élus du peuple ont à leur tour voté à la majorité le projet de loi des finances pour l'exercice 2013. Un vote qui intervient à la veille de la clôture de la session ordinaire, essentiellement budgétaire. Avant ce vote, les membres de la commission paritaire ont présenté le rapport de leurs échanges avec le Sénat. Le budget qui sera promulgué dans les prochaines heures est chiffré à plus de 7 milliards de dollars américains. Ce samedi déjà, les parlementaires sont convoqués en congrès en vue d'écouter le chef de l'État dans son discours sur l'état de la nation. La Chambre de mise en accusation de Bruxelles a autorisé l'enquête sur la mort du tout premier ministre du Congo belge, Patrice Emery Lumumba. Cela fait débat à Kinshasa. Maître Liévin Ngonji, président coordonnateur de la coalition d'Afrique centrale contre la peine de mort, pense que ce meurtre, qui est le point saillant, doit être éclairé et que les Congolais voudraient en ce moment avoir la lumière sur ce procès. Les Kinois qui connaissent l'histoire et ceux qui ont vécu avec Lumumba applaudissent cette décision de la justice belge. Mariam Boya, Allegria Mbouyi et Fiston Mbouini. La justice belge est compétente et s'est dit désormais prêt à ouvrir les enquêtes sur l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. À ces sujets, les réactions fustigent à Kinshasa comme à travers le monde. Pour Liévin Ngonji, avocat de profession et défenseur de droits de l'homme, ce procès doit être connu de tous. On doit savoir pourquoi il a été assassiné et qui en était le commanditaire. Comment savoir qu'il n'y a jamais eu de procès sur l'assassinat de Lumumba en Belgique avant? Mais je pense qu'avec les enquêtes qui ont été menées par des chercheurs belges, notamment au Sénat et au Parlement belge, on est arrivé à une conclusion, à une évidence que la mort de Lumumba était connue, notamment par les autorités belges. Il est possible parce que pour que la justice belge accepte d'ouvrir, c'est qu'elle a pu avoir à sa portée un certain nombre d'éléments qui ont amené les juges belges à se dire qu'il y a suffisamment d'éléments pour permettre à ce que la lumière soit faite sur cette justice. Par ailleurs, dans les rues de Kinshasa, les uns pensent qu'il est mort pour la cause de la nation, alors beaucoup estiment qu'à son vivant, Patrice Emery Lumumba a joué un grand rôle pour l'indépendance du pays. 50 ans après, il est normal que la vérité sur son assassinat éclate au grand jour. Lumumba Emery Patrice, il fut notre premier ministre et en plus, il s'est beaucoup battu pour ce pays. Et s'il est mort aujourd'hui, nous tous le savons bien que c'était pour le pays. Vraiment, c'est un martyr. L'ouverture du procès peut, en quelque sorte, nous éclairer. Nous ne sommes jamais imprégnés de ces procès et nous ne savions pas
quels étaient les tenants et les aboutissants, et surtout les commanditaires. Donc moi je suis content que ce soit comme ça, et cette fois-là, je me disais, on pourra au moins comprendre une certaine vérité. À titre de rappel, le fils du feu Patrice Lumumba a porté plainte en 2011 au parquet fédéral de Belgique. Ils se sont constitués partie civile contre une douzaine de survivants, dont des policiers, des politiciens et des fonctionnaires belges. Témoins de ce crime odieux, parmi eux, seulement 8 vivants encore, indique les sources proches du dossier. Gavi s'engage à introduire un nouveau vaccin pour lutter contre les épidémies et d'autres maladies en RDC. La délégation de l'Alliance globale pour l'immunisation et la vaccination a eu des discussions ce vendredi avec le Premier ministre sur la faisabilité de ce projet. Matata Ponyo a également conféré avec le directeur général de Kibali, à qui il promet tout son soutien pour le développement du secteur économique. Dodo Ndombe. Avec de nouveaux vaccins introduits en RDC, certaines pathologies ont pu être maîtrisées. Il s'agit entre autres de la poliomyélite. Aucun cas n'a été enregistré voici maintenant une année. Des changements considérables ont été observés dans le secteur de la santé. Dr Seth Berkeley se réjouit de la coopération entre le ministère de la Santé et son organisme, une conjugaison qui milite pour éradiquer les épidémies en RDC. Yes, we did. L'essentiel qu'il faut noter, c'est qu'il y a des vaccins beaucoup plus puissants qui peuvent aider à améliorer les soins de santé de la population, et nous allons continuer à travailler étroitement avec le ministère de la Santé par le leadership de son Excellence, Monsieur le Ministre, pour voir comment est-ce qu'on pourra faire avancer cet agenda dans la vaccination. Pour Louis Kwatoum, directeur général de Kibali, c'est une occasion pour présenter à Matata Ponyo les difficultés que lui et son entreprise éprouvent pour la réalisation du projet en faveur de la population. À ce sujet, nous rencontrions quelques difficultés de terrain. Et nous savons qu'auprès de son Excellence, le Premier ministre, nous avons toujours une oreille attentive. Nous étions venus simplement faire part de quelques préoccupations. Le chef du gouvernement, lui, reste attaché à sa ligne d'action, faire de la RDC un pays où il fait beau vivre. Un engagement qui se traduit dans la mise en œuvre sans faille de son plan d'action. Le pays sera bientôt interlié par voie routière. Ce vaste programme, piloté par le ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, a été lancé jeudi à Bukangalonzo, une localité du territoire de Kenge dans la province du Bandundu. Élisée Bilonda Kasonga et Blancha Kandolo. Par ce geste, le Premier ministre lance officiellement le programme de réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière. Chapeauté par le président de la République lui-même, ce programme permettra d'assurer la connectivité entre tous les chefs-lieux des provinces, y compris Kinshasa. Désenclaver les régions isolées du pays, principalement les zones de forte densité des populations et des grandes productions agro-industrielles. Enfin, assurer la connectivité avec les pays frontaliers pour garantir l'intégration régionale. Une initiative saluée par la population du Bandundu à travers le gouverneur Jean-Camille Sendou qui exprime toute sa gratitude au chef de l'État. L'Office de route, maître d'ouvrage délégué, réserve un accueil enthousiaste à ce programme, couvert sur fonds propres du Trésor public, soit 40 milliards de francs congolais. Cette route aura une couche de roulement de 20 cm d'épaisseur en matériaux sélectionnés. L'assainissement sera assuré par des fossés latéraux le long de la route à des endroits appropriés. Il est également prévu d'installer des panneaux de signalisation routière et des barrières de pluie dans le cadre de la sauvegarde des investissements réalisés. Pour sa part, Fridolin Kassushi-Musoka, dont le portefeuille assure les suivis du projet, souligne que la réunification du pays par la voie routière est une vision qui se réalisera de façon évolutive en intégrant les interventions des partenaires des développements et celles du gouvernement. La route Bukangalonzo, Popokabaka, Kimvula, Kisantu, faisant partie de la route nationale numéro 16, qui a le privilège de bénéficier du lancement du programme de réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière, désenclavera le territoire de Popokabaka et permettra la liaison entre les provinces de Bandundu et du Bas-Congo. Ceci est d'autant stratégique qu'elle permettra de relier ces deux provinces sans passer nécessairement par Kinshasa.
La longueur de l'axe est d'environ 450 km. Cette première phase, qui porte sur environ 10 000 km, est prévue de se réaliser en 3 ans. Un accent particulier sera mis sur la pérennisation des routes réhabilitées grâce à leur entretien. Une attention sera portée sur l'information et la sensibilisation des acteurs à la base pour une appropriation intégrale du programme auprès de la population et des acteurs privés. Le programme des Nations Unies a présenté ce vendredi en la salle de conférences internationales du ministère des Affaires étrangères son rapport de la fin du programme quinquennal d'appui au gouvernement 2008-2012. Le directeur du programme gouvernance de PNUD invite les participants à plus de responsabilités pendant ces assises pour suggérer des perspectives devant inspirer le travail des planifications du PNUD pour l'exercice 2013-2017 de Douendombe et Evelyne Chibola. Le programme des Nations Unies pour le développement se prépare déjà pour la planification de son exercice 2013-2017. Le PNUD est conscient qu'il ne saura atteindre le niveau d'exécution de ces projets sans une évaluation assortie des suggestions des experts et techniciens. Le directeur pays adjoint du programme AI exhorte pour sa part les participants à ces travaux à une réflexion profonde pour enrichir ce document avant sa mise en application. Donc c'est une programmation extrêmement importante et il était important également pour nous de faire le point à ce stade-ci sur les leçons apprises, sur les résultats positifs, sur les champs d'intervention dans lesquels nous n'avons pas pu autant réussir à cause du bien d'un contexte dû des modifications dans notre programmation dû à la situation sécuritaire dans l'Est. Le PNUD, qui travaille pour un Congo meilleur, souhaite qu'un dialogue fructueux soit maintenu de manière à leur permettre à soutenir les projets de développement initiés par le gouvernement congolais. L'Institut de stratégie de développement durable a procédé ce vendredi à l'évaluation de ses activités de l'exercice passé. Au cours de ces travaux, il était également question pour les participants d'approuver le plan d'action de l'exercice qui commence. Cette activité soutenue financièrement par la Fondation Hans Seidel s'est déroulée en son siège à Gombe. Rosil Martin Bouyamba. L'ISTD, Institut des stratégies pour le développement durable, et ses partenaires, à savoir les hommes des médias, les ONG, les femmes leaders et les syndicalistes, mais aussi la Fondation Hans Seidel, évaluent ses activités de 2012 et projette 2013. Toutes les réalisations sont présentées, notamment des programmes relatifs à l'émission radio et publication des manuels d'éducation civique de l'ISTD et des décentralisations et des élections locales de l'ISTD, mais aussi du programme de leadership féminin. Chaque orateur évalue son programme et le débat est enclenché par l'assistance. Le directeur de cet institut se veut rassurant quant à son organisation. Il y a des activités qui sont organisées ici au centre, directement par la direction générale de l'ISTD, mais il y a des partenaires qui sont sur le terrain. Donc, normalement, pour évaluer ces activités, il faut se situer à ces deux niveaux. Qu'est-ce que nous on a animé ici comme activité, séminaires, émissions, avec les conseils de la position de laïcs catholiques par exemple, des émissions destinées aux radios communautaires et diocésaines, mais il faut aussi évaluer ce que les partenaires sur le terrain ont fait. Les activités de l'ISTD, année 2012, ont vécu. L'Institut de stratégie et de développement durable devait prendre compte des critiques pour la programmation de ces activités pour l'année 2013. Cri d'alarme à l'UNIKIN. L'université de Kinshasa et ses environs sont de nouveau menacés par des têtes d'érosion. Malgré le collecteur construit par l'OVD sur financement du gouvernement, la situation va plutôt de mal en pis, estime le riverain. Ils exhortent le gouvernement à prendre des mesures appropriées avant que les pires n'arrivent. Rosawazi Junior Kabamba et Trésor Touabila.
L'université de Kinshasa et ses environs de nouveau sous la menace. Plusieurs têtes d'érosion avancent à pas de géant vers le site universitaire. Les cliniques universitaires aussi. Ces collecteurs construits il y a peu par l'OVD sur financement du gouvernement ne suffit pas pour stopper l'avancée des eaux pendant les averses et provoque le nivellement du terrain. Cet homme qui habite le coin n'en peut rien face à la colère de la nature. Il en profite pour interpeller le pouvoir public. Les Chinois venaient extraire du sable pour les travaux de 5 chantiers. Pendant la période de pluie, l'eau coule sans canalisation et provoque des dégâts énormes. Nous exhortons le gouvernement à trouver une solution avant que les pires n'arrivent. La route qui mène vers les cliniques universitaires est fortement menacée. Chaque jour qui passe est un jour de trop car le danger est imminent. Les étudiants et tous ceux qui fréquentent le campus de l'université de Kinshasa exhortent le gouvernement à parer au plus pressé avant que l'irréparable ne se produise. Les nouvelles habitations naissent à proximité du site universitaire de l'UNIKIN. C'est depuis un bon moment que l'on constate les constructions qui poussent tels de champignons aux environs de l'université de Kinshasa. Pire encore, ces constructions ne tiennent pas compte des érosions qui menacent ce site. Je vous propose cette mini-enquête réalisée par Anita Luamboa et nos stagiaires Magui Ngiambi et Trésor Touabila. Chasser le naturel, il revient au galop, dit un vieil adage. Malgré les manifestations de colère des étudiants de l'année dernière, les constructions montent comme des petits champignons aux abords, voire sur le site même de la colline inspirée. Il est vrai que personne ne peut construire sur un terrain sans titre ni qualité. Il est aussi vrai que le site universitaire est visiblement spolié et morcelé sans le moindre souci de l'impact de ce nouveau sur les activités académiques à l'université de Kinshasa et à l'ISTEM. Pire encore, ces habitations sont construites sur un site érosif alors qu'aucune canalisation d'eau n'est visible sur les lieux. Nous sommes tellement nombreux que nous n'avons pas d'eau ni d'électricité, dit cet homme. Il n'y a ni canalisation d'eau pour faire face aux érosions. Nous demandons au gouvernement de penser à notre situation. Combien d'autres sites avant lui, campus de l'université de Kinshasa n'a pas dérogé à la règle. En attendant que ces têtes d'érosion emportent tout sur leur passage, les étudiants sont donc appelés à cohabiter avec leurs nouveaux voisins, avec toutes les conséquences que cela comporte. Rosa Wazi est là pour lire le journal paru ce vendredi dans la capitale congolaise et c'est la revue de presse. C'est encore et toujours la situation à l'est du pays qui fait la une du journal paru ce vendredi dans la capitale. Les négociations des Kampala tournent à rond, s'inquiète le potentiel qui ouvre le bal avec un titre qui dit tout. L'armée rwandaise renforce ses positions autour de Goma. Les nouvelles en provenance des Kampala ne sont pas rassurantes. De profondes divergences persistent entre les deux parties. Kinshasa préfère limiter les discussions autour du seul accord du 23 mars 2009 alors que le M23 attend de réponses à ces revendications revues à la hausse au jour le jour. Une situation qui n'augure pas de bonnes perspectives quant à la sortie de crise. Anticipant une éventuelle impasse à Kampala, l'armée rwandaise renforce sérieusement ses positions autour des Goma, prévient le journal citant le source onusienne. Sans doute, indique le confrère, pour faire plier Kinshasa aux exigences du M23, le Rwanda tente de jouer à fond. La référence plus qui abonde dans les mêmes sens indique le moment que le Rwanda a choisi pour renforcer les positions du M23 sur le terrain. Des sources indépendantes aux frontières entre la RDC et le Rwanda signalent l'entrée des 10 véhicules armés en provenance des localités sous contrôle du M23. Le M23 exige d'administrer la ville de Goma, annonce le palmarès. La vérité vient d'éclater au grand jour. Les visées hégémoniques rwandaises sur le Kivu se manifestent publiquement. Comme la prise de Goma par la force a soulevé un tollé d'indignation générale au niveau de la communauté internationale, le Rwanda veut obtenir la ville de Goma d'une négociation, conclut le quotidien. Et les phares visiblement inquiets s'interrogent si la République démocratique du Congo va-t-elle être une fois de plus le théâtre d'une nouvelle guerre africaine selon l'expression consacrée en 1998. À l'époque, on avait compté la présence sur le sol congolais
de l'armée de l'Ouganda, du Burundi, rangés derrière les rebelles congolais du MLC, RCD, RCD-KML, RCD-N d'une part et d'autre part celle des Zimbabwe, de la Namibie et de l'Angola venus au secours du régime de Mouzé Laurent Désiré Kabila. L'Avenir, quant à lui, parle de parlementaires congolais qui ont écrit à Madame Rice, pressentie nouvelle secrétaire d'État américain, pour lui demander ouvertement de tenir compte de la souffrance qu'endure la RDC, victime d'une agression imposée par son voisin le Rwanda. Dans un autre registre, la prospérité qui s'intéresse à l'élection du gouverneur au Kasaï occidental note qu'il n'y aura pas du tout de deuxième tour. L'indépendant Alex Kandemou Pompa a complètement laminé ses 11 concurrents en obtenant 44% de voix sur un total de 47 votants à l'issue du vote organisé par la CENI ce jeudi 13 décembre 2012 à Kananga, chef-lieu de cette province. Bouclons cette ronde de journaux avec cette information sur la réunification du pays par voie routière. Cette vision qui va se réaliser de façon évolutive. La première phase portant sur environ 10 000 km est prévue de se réaliser en 3 ans et le Premier ministre qui a instruit les ministres de l'ATU ITPR pris de l'Ekachwesi des CIATD. Information à lire dans Le Potentiel. Merci Rosawazi pour cette revue de presse et ces communiqués de la DGI. La Direction générale des impôts informe les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qu'étant donné que l'échéance légale des dépôts de la déclaration mensuelle de la TVA afférente aux opérations réalisées au courant du mois de novembre 2012 tombe un samedi, ils sont autorisés à s'acquitter de leurs obligations le lundi 17 décembre 2012. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Ce communiqué est signé Dieudonné Lokadimoga, directeur général de la DGI. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Télé 7, la télé républicaine.